L'idée en fait, l'idée du projet pour faire l'historique de MyJomo, en fait, l'idée elle est venue, bah voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, on faisait des salons et on s'est posé la question comment est-ce qu'on pouvait nouer le contact physiquement avec les personnes. Elle est partie de là, l'idée. Et puis en rentrant un soir chez moi, je me suis posé à mon bureau et j'avais un petit badge des années 70-80 que tout le monde a un peu porté à différentes occasions. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que ça n'existe pas d'avoir un badge connecté, simplement on puisse interchanger le contenu. Et puis bah voilà, alors ça a commencé comme ça, on a fait des recherches, on a fait de la veille, et puis on s'est rendu compte que ça a été présenté en 2010 au CES. Donc le produit était fini, était bien avancé avec toutes les normes qu'il fallait. Euh, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pas parce que l'idée n'était pas bonne, parce que la technologie n'était pas en 2010 optimisée pour être contrainte dans un petit volume. On était sur un format qui faisait entre 10 cm par 6 par 2 cm d'épaisseur, donc vraiment un format de télé, quoi. On était vraiment un panneau d'affichage. Et puis, il y avait autre chose, c'était être en phase avec le marché. On n'avait pas l'ère de l'objet connecté, et donc en fait, quelque part, la personne qui le portait, elle devait donc défaire l'outil, le brancher en micro SD sur son PC. Bon, c'était un pataquès. Le côté temps réel n'était vraiment pas là, quoi. Donc c'était vraiment une contrainte. Donc il n'a pas marché, ce projet. Il y en a eu d'autres essais. Il y a également aussi d'autres produits équivalents qui sont encore en commercialisation, surtout en Chine. Mais aujourd'hui, on ne les a pas vus sur le marché européen et encore moins sur le marché américain. Donc là, il y a l'idée, on a l'idée, et ensuite, penser à la faisabilité technique. Alors, la faisabilité technique, c'est à deux niveaux. Donc, comme le disait la personne juste avant moi, il y a deux niveaux en fait. Il y a le POC, comment est-ce qu'on va être capable rapidement d'aller sur le marché pour tester le produit. Et puis, il y a la réflexion en parallèle, comment est-ce que je vais pouvoir aussi développer mon propre produit, sous réserve que ça marche, bien entendu. Mais on ne ferait pas ça si on n'était pas convaincu que ça allait pas marcher. Et donc, comment est-ce que je peux m'entourer d'acteurs en parallèle de toute cette recherche de clients? Comment est-ce que je peux m'entourer d'un écosystème qui est là pour porter le projet, pas pour le freiner? Et puis, donc les clients. Les clients, c'est eux qui vont vous apporter l'expertise, c'est-à-dire vraiment le besoin. C'est-à-dire que vous allez avoir une idée qui va arriver dans votre tête, et puis elle va cheminer, et vous allez avoir des ramifications qui vont se créer parce que tel client a besoin de ça pour tel. Donc l'exemple, c'est l'événementiel. Un autre client a besoin pour de la PLV. Un autre client pourrait en avoir besoin pour simplement faire connecter, se servir par exemple de MyJomo comme un afficheur de tous les objets connectés qui pourraient être dépourvus d'afficheurs. Donc ça peut être un terminal vraiment d'affichage. Donc voilà, il y a plein de possibilités. L'idée, il faut vraiment imaginer que la première idée, c'est celle qui va donner le chemin pour les autres. Et puis après, on réfléchit parce que le client, forcément, il amène son regard, et puis un client amène une idée, mais peut-être qu'elle est mauvaise aussi, hein. Donc il faut collecter toutes ces idées-là, réfléchir, remouliner, refaire le cycle de développement. Donc c'est un cycle perpétuel, et c'est pour ça qu'on parle de méthode agile dans le milieu de la startup, c'est-à-dire d'être capable de répondre vraiment en une fraction de seconde, soit aux besoins, soit dire non parce que c'est pas concevable, et puis se remettre aussi en question. Donc la notion de pivot, je ne sais pas si vous connaissez la notion de pivot dans le milieu de la startup. Non, ça vous dit rien? Le pivot, en fait, c'est un terme employé pour simplement, dans la méthode agile, être capable de simplement de changer de direction à un moment donné. Se dire, voilà, je remets tout par terre, je pose les bases, et peut-être que je me trompe, donc je vais dans cette direction-là. Je vais vous donner un exemple. Nous, au tout départ, le produit il a été imaginé vraiment au tout départ, il a été imaginé pour le B2C, donc le consommateur, vous en tant qu'usager premier, donc commercialisé dans les rangs de la FNAC. Et puis, en échangeant avec des professionnels, on s'est rendu compte qu'en fait, le milieu de l'entreprise, du B2B, le milieu de l'événementiel, était beaucoup plus volumineux en termes de chiffres pour nous, plus intéressant. Et donc, du coup, ça a été le premier pivot. Pourquoi? Parce qu'en fait, la technologie embarquée dans la première version n'était plus la même dans celle qui était imaginée pour le B2B. La première, elle était équipée d'une connectivité Bluetooth, uniquement Bluetooth. On avait simplement l'application, on envoyait l'image en temps réel et on affichait ce qu'on voulait. Et puis, après avoir échangé avec le réseau Entreprendre local, en discutant, ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes avaient besoin dans les événements qu'ils organisaient, les meetings. Mais eux, le problème qu'ils avaient, c'était de pouvoir être capable d'en maîtriser plusieurs à la fois, plusieurs en même temps.
et je pense que vous le savez à peu près tous quand même, j'espère, c'est que le Bluetooth, c'est assez compliqué pour pouvoir appairer une centaine d'objets connectés en même temps et avoir un débit suffisant pour que ce soit du temps réel, pour qu'on arrive avec un affichage à l'instant T qui s'affiche sur tous les MyJomo. Et donc du coup, on a équipé de Wi-Fi. On a réfléchi, on a fait ce pivot-là, donc on a décidé de mettre de la Wi-Fi. Alors la Wi-Fi, c'est plus énergivore, donc il y a de l'optimisation à faire. Mais par contre, derrière, on s'ouvre à un autre marché, à un plus gros marché. Donc voilà la notion de pivot, en fait, de retour client, de se dire, voilà, j'ai une idée, il faut être capable de la remettre en question à tout moment, parce que si on ne sait pas le faire, c'est simplement qu'on va droit dans le mur. Ou alors, on prétend avoir le savoir, et avec un peu de chance, ça veut dire on peut tomber sur la bonne façon de faire, mais c'est 99% du temps le client qui est le décideur quelque part. Et aujourd'hui, c'est le vrai problème des industriels. Parce que les industriels, je ne vais pas donner nom, mais les grosses sociétés qui sont dans l'électronique aujourd'hui, elles n'ont pas cette flexibilité-là. C'est là la force de la start-up, c'est de pouvoir réagir en l'espace de 15 jours, changer de direction et aller voir un autre marché. Et tous les systèmes qui existent, toutes les grosses PME en place, aujourd'hui, elles ont une lourdeur administrative qui fait qu'aujourd'hui, elles ont de plus en plus tendance à avoir travailler avec les startups parce qu'elles savent que c'est ça la valeur de demain, en fait, la réactivité, la proactivité. Alors, pour faire un historique rapidement sur le développement du projet, en octobre 2014, on a eu l'idée. D'octobre 2014 à février, on a eu notre première opportunité, c'est-à-dire qu'on a participé à un bootcamp à Audencia, donc de Nantes. Donc on était un petit concours auquel on s'était inscrit. Il y avait 10 entreprises, il y avait Blablacar et ERAM, le groupe ERAM. Il y avait un petit concours. Alors les étudiants bossaient, on avait chacun une vingtaine d'étudiants, de groupes d'étudiants qui bossaient sur les cas d'usage, comment est-ce qu'on imaginait l'usage des produits qui étaient proposés par chaque entreprise. On a eu la chance d'être lauréat, donc on était bien content avec Florian pour un premier concours face à Blablacar et ERAM, on était plutôt content. Mais grâce aux étudiants, bien sûr, c'était pas nous qui les avions, qui avaient remporté le prix, c'était vraiment les étudiants qui avaient bossé de manière chevronnée dessus. Pendant donc cette période-là, de janvier à septembre, on s'est entouré de tous les partenaires, ça prend du temps. Donc nous, pour notre cas, on exerçait, on avait notre activité professionnelle en parallèle, donc le projet, on n'était pas investi à 100%. Et puis en septembre 2015, on a décidé de s'investir à 100%, même voire 200% sur le projet. Et on a commencé à sortir donc cette version-là, le premier POC. Donc on en avait à peu près une trentaine au départ. Et puis en construisant les retours clients qu'on pouvait avoir grâce à nos tests, on a commencé donc à établir un cahier des charges. Ça a pris entre 8 et 9 mois. Et puis on a commencé à lancer les études en avril 2016. Même bien un petit peu avant, puisque partie design, j'étais en charge de la partie design, donc j'avais déjà commencé à penser le produit. Pour ce qui est donc de la technique, on a commencé à travailler dessus en avril 2016, non 2015, pardon. Et puis 2016. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on était face à un gros marché, un tellement gros marché qu'en fait, on ne pouvait pas se permettre d'attendre d'avoir le produit final. Donc en fait, les 33 démonstrateurs qu'on avait mis au point, on en a recommandé une centaine, parce qu'en fait, on avait tellement de demandes qu'il a fallu à un moment se dire, on ne passe pas à côté de ces opportunités-là. Et donc depuis octobre, on a une flotte de 130 de POC, qui en parallèle, on développe la version industrialisée. Et donc ce qui nous a valu d'avoir des prestations à plus gros volume. Donc du coup, un produit qui était censé tester le marché, maintenant génère du chiffre. Et pour arriver au CES, à équiper 130 personnes sur le CES. Donc une visibilité aussi, puisqu'au final, on a la chance d'avoir un produit qui parle de lui-même, qui joue son rôle de commercial, tout simplement, puisqu'en fait, on n'a aucune équipe de développement commercial et on a une croissance de 300%. Donc on ne dort pas beaucoup.